Bonjour tout le monde et bienvenue dans le show du vendredi où vous voyez les highlights, les hauts faits de nos chroniqueurs dans toute liberté. On commence avec notre journaliste de la Côte-du-Sud, José Soucy, qui pète pas une, mais deux coches sur le fait que le gouvernement nous prend vraiment pour des caves. Ah non, c'est tellement ça, c'est tellement de l'apparence, c'est tellement du Christy de vernis. On gère comme un pays alors qu'on n'en est pas un. On se dit qu'on est riche alors qu'on l'est pas. Ben regarde, veux-tu la preuve? Regarde, le graphique que j'ai présenté un matin à Yann dans le LNFM, c'est un graphique de l'année 2022 du PIB par capita des 60 États et provinces en Amérique du Nord. D'après toi, le Québec, il est où? Sûrement en queue de peloton comme d'habitude. 55e position sur 60. On va dire comme Yann, la Louisiane est plus riche que le Québec. La louisianisation, let's go! On serait au moins plus riche que... Non, mais n'en demeure pas moins, là, ce que tu me racontes, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une réalité concernant les francophones au Canada, concernant le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne. Et on est toujours en baisse. C'est une question de survie également. Et ce que je te dis concernant le PQ, l'État en baisse, je suis totalement d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, là, si on veut pas que le rameau français là, disparaisse en Amérique, il va falloir qu'on fasse de quoi aussi. C'est parce qu'on mêle souvent les choses. J'entends souvent, moi, je suis pas souverainiste, je veux pas d'un État là, obèse comme là avec le PQ. Je sais, tu as raison. Ça demeure pas moins que ça règle pas le problème de notre langue, et de notre culture et de notre nation. C'est ça le problème. En Amérique du Nord. C'est l'illusion que j'ai toujours expliqué, ma stratégie à moi, que ça prendrait bien évidemment avoir un certain nombre de risques. Puis au Québec, le risque est interdit. Ça, c'est vrai. T'sais, la marmotte, le 2 février, a peur de son ombre. Les Québécois ont peur du risque. Eux autres, c'est le tout doux, puis c'est tout confortable, puis c'est pantouflant. On le voit avec l'histoire de l'éclipse solaire, c'est complètement ridicule. Oui, c'est quand Denis Gravel, l'animateur de radio, disait que les Québécois, au Québec, il y a un risque à essayer le nouveau ketchup. Ben c'est ça. T'sais, on est habitué dans nos habitudes, puis c'est pas nécessairement mauvais en soi, mais dans des cas, mais là, c'est extrême. Là. La vision du général de Gaulle, maudit Calbar, c'est pas compliqué. Non, pas la vision des curés là, qui ont peur de tout. Je veux dire, à un moment donné, ça prend un peu de courage. La réserve de courage des Québécois est rendue où? On l'a vu pendant la crise covidienne, tout le monde avait peur, tout le monde se stoulait. Dans le fond de cadre. Non, mais c'est justement, il y a un problème, il y a un manque de fierté. Et ça se reflète dans nos politiciens. Tu sais, j'ai vu, je pense récemment, j'ai pas suivi l'histoire, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est devenu émotif concernant des menaces, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, j'ai besoin de gens qui sont capables d'aller au combat, là, qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables d'aller au front, qui vont naviguer avec des vents contraires. Je parle souvent du général de Gaulle, je sais que je suis tanné avec, mais Christy, allez écouter, si vous avez le temps, le documentaire Le chemin du roi, et ensuite de ça, la conférence de presse annuelle que le général faisait devant la presse française, où ce qui parle du Québec. Vous allez voir c'est quoi un leader versus ce qu'on a présentement. Tu sais, t'as du Parti libéral, t'as Marc Tanguay. Ils s'en vont faire un front commun, imagine-toi, au fédéral, pour aller chercher des pouvoirs en immigration. Lui, il veut tellement garder sa base. Ils sont tellement peureux. Ils sont même pas capables de faire front commun avec les autres. Ça a arrêté quoi, sincèrement? Ben non, on veut pas déplaire à notre base. Ben oui, mais vous êtes dans le fond de la cave aussi. Et quand même, si vous seriez un peu nationaliste, là, votre gang d'anglophones qui vote pour vous autres va toujours voter pour vous autres d'une manière ou d'une autre. Excuse-moi, je suis en train de m'emporter. Excuse-moi, j'ai changé de couleur. La COVID, il fallait pas sortir, il fallait respecter les mesures sanitaires pour sauver le système de santé. Là, c'est rendu qu'il faut se laver 2 minutes avec un timer pour sauver Hydro-Québec. Excuse-moi, là. Je dis, si, garde, moi, là, si je m'envoie une place, vous êtes pas capable de me donner le service, là. Dites-moi, là, je vais aller ailleurs. Là, on peut pas, c'est nationalisé. Ben, organise-toi pour te donner le service. By the way, en passant, si tu vends plus d'électricité, tu vas avoir plus d'argent qui va rentrer dans les coffres, donc tu vas être en mesure d'en payer plus des programmes sociaux. C'est quoi cette manière de jambon de Pâques de penser là? Sincèrement, mettez-vous à l'ouvrage, puis travaillez, puis faites-en des barrages, puis organisez-vous, puis ça marche. Il me semble que ça fait des années que j'entends parler des éoliennes. Ça sert-tu à quoi, ces éoliennes-là? À un moment donné, si j'aimerais avoir des résultats, il me semble que j'en demande pas trop. On en paye tellement assez qu'on a besoin des résultats. José, à quand qu'on mette de l'eau dans notre vin pour sauver la SAQ? Ben non, mais c'est la veille. Ben non, là, les bonnes forces, là, vous avez besoin d'acheter plus d'alcool, là. Ou sinon, là, on va fermer la salle. Mais la modération a bien meilleur goût. Oui, là. Mais en même temps, c'est ça, faut pas trop en prendre. Mais tu sais, ça commence à être
d'une façon là, inquiétante la gestion, puis les gens qui mettent en place. Hey, imagine-toi, c'est nationalisé, donc tu as un monopole. Ils réussissent à avoir des bonnies. Mais comment tu vas avoir des bonnies? Je veux dire, des bonnies de performance par rapport à quoi? Par rapport à nous autres mêmes? Non, mais bonnies à sac, c'est facile, des bonnies de performance. Ils montent les prix du vin. T'es sûr qu'ils vont faire plus d'argent en bout de ligne? Bon sens. C'est toujours là, on pense à moi. Tu sais, la personne qui rentre, moi. Je veux dire, le collectif, on est fort là-dessus, semblerait-il, le collectif au Québec. Le bien commun. Le bien commun, d'après moi, ça paraît pas tant que ça, là. Lorsqu'on se fie sur ce qu'on voit dans les journaux avec des gestionnaires de la sorte. Je veux dire, à un moment donné, le service de l'État, est-ce que ça veut encore dire quelque chose au Québec? Servir la nation, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Visiblement, c'est pas le cas. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des résultats là, dénués de sens et que la CAQ sait plus où aller parce que les gens qui sont là, c'est souvent des arrivistes et des opportunistes. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Puis je te dis pas d'être catholique le pape et être à 100% pour le bien commun. C'est sûr que ça te prend toujours de l'ego pour faire de la politique. Mais on peut-tu ramener ça à un ratio qui fera en sorte que les gens qu'on met en place ou qu'on met en place vont faire en sorte que le contribuable va être satisfait du résultat? Je demande pas du 100% tout le temps, je demande au moins la note de passage parce que présentement, là, la gestion du Québec là, n'a pas la note de passage. Tu n'as même pas la note de passage d'université qui est 50%. Tu es en bas de ça. Et ça commence à faire pitié. Et lorsqu'on entend Fitzgibbon nous faire la morale, comme si c'était notre faute parce qu'ils sont pas capables de produire l'électricité alors que c'est nationalisé, mais excuse-moi, là, t'es peut-être juste pas à bonne place parce que moi, si j'étais là, remarque, ça arrivera jamais parce que les gens voteraient jamais pour un gars comme moi, sauf que ça marchera en Jésus-Christ. Je m'organiserais pour que ça marche. Quand ça marche pas, je pognerais le téléphone. Comment ça se fait, Simonac, que ça marche pas? Les gens payent, les gens ont de la misère, les gens sont taboutes, les gens ont perdu confiance. À l'État, là, le gouvernement, c'est nous autres tous ensemble. Là. Bullshit. Tu sais, excuse, je suis en train de m'emporter encore. L'Occident est en crise, le Canada est en crise et le Québec également. Et il va falloir qu'on change la classe politique parce que, ultérieurement, les gens vont être de mauvaise humeur. Je t'ai parlé la semaine dernière ou la semaine précédente des agriculteurs. Là. En 2024, ils s'attendent d'une baisse de revenus nets de 86%. Ça allume pas de lumière à personne, ça? Encore là, c'est les syndicats qui vont gérer ça, puis ça va se transformer en genre de grosse folie. Puis... Non, quand je te dis que j'ai de moins en moins espoir, c'est ça même. Regarde, la plus grande manifestation populaire non violente de l'histoire du Canada a été démonisée de manière la plus pire par les médias traditionnels, puis c'est considéré encore pour plusieurs comme quasiment une tentative d'attentat qui n'a jamais eu lieu. On vit dans ce monde-là, mesdames et messieurs. Là. La seule Christie de fois de l'histoire de la fucking Fédération canadienne qui a eu un semblant d'unité, Simonac qui la démonise. Ciboire. Regardez-vous dans le monde qu'on vit, là, à quel point que George Orwell, est-ce qu'on pourrait quasiment le connecter à une génératrice tellement son corps, il spinne à je sais pas combien de mille à l'heure dans sa Christie de tombe. Ça n'a pas de bon sens. Le noir est rendu le blanc, la vérité est rendue le mensonge, la nuit est rendue le jour. C'est rendu que dire être courageux en politique, c'est faire le compte de ce que la population veut. On vit dans ce monde-là. Il n'y a pas un Christie de médias qui se plaint. Les nouveaux héros, c'est pendant la crise covidienne, restez chez vous enfermés. On poursuit avec Jacinthe Evarel, avec qui on parlait du régime dentaire fédéral. Le Canada est dans le trou? Pas grave, ça prend des programmes sociaux. Le président de l'Ordre des denturologistes du Québec, M. Raymond Lagacé, disait que le Québec est la province où il y a le plus d'édentés au Canada. Donc, vraiment, c'est au Québec que se retrouvent le plus de gens qui se sont fait enlever, arracher toutes les dents et qui ont des dentiers. Donc, si on a une proportion d'édentés aussi importante par rapport aux autres provinces, nos besoins risquent d'être plus importants que les autres provinces. Donc, on risque d'avoir recours de façon plus importante à ce programme-là. Encore raison de plus pour laisser Ottawa s'en charger parce qu'on risque d'être dans une lutte de pouvoir où on va peut-être obtenir seulement 22% en proportion de notre population, 22% des ressources allouées, alors que dans les faits, finalement, notre proportion de gens qui vont avoir recours à ce programme de remboursement d'assurance dentaire va être peut-être plus grand que notre proportion de population au sein de la population canadienne. Bref, je me dis, abandonnons ce combat-là. Le gouvernement fédéral va l'administrer puis va bien assez vite se rendre compte qu'il a sous-estimé combien ça va coûter parce que voici les estimés. On a estimé que pour les 5 prochaines années, les besoins seraient de 13 milliards de dollars pour répondre aux demandes de remboursement. Par année? 13 milliards pour les 5 prochaines années. OK, les 5 prochaines années. 13 milliards sur 5 ans. 13 milliards sur 5 ans. Hey, c'est quand même du cash, là. Mais c'est beaucoup d'argent, puis ça, c'est un estimé. Donc, on a estimé, parce que donc 30 milliards, on a compris. C'est parce que là, on prend en compte combien de Canadiens répondent aux critères d'admissibilité au programme, puis combien, en moyenne, ils vont faire de réclamations par année. Puis, on se fie aussi sur le fait que les frais qui sont facturés actuellement augmenteront pas dans les 5 prochaines années. On s'appuie
sur des données quand même qui peuvent changer parce que si, admettons, les denturologistes ou les dentistes haussaient leurs tarifs dans les 5 prochaines années, ben là, le 13 milliards gonflerait, par exemple. Donc, oui, ça va être un programme qui va coûter excessivement cher, puis c'est basé sur des estimés dont les données peuvent changer. Là. À la base, c'est sûr que le principe, personne peut être contre, on peut pas être contre la tarte aux pommes, puis aider les plus démunis à prendre soin de leur santé bucco-dentaire, puis s'assurer que tout le monde fasse réparer leurs gencives, leurs dents quand ça va pas, puis qu'ils n'ont pas les moyens. C'est sûr qu'on est pour à la base, mais si on tient compte du contexte économique actuel, où on a un gouvernement sous Justin Trudeau qui a doublé la dette fédérale depuis qu'il est en poste, puis que ce programme-là est le plus grand programme social jamais implanté au Canada. Il me semble que déjà là, ça entre en opposition idéologique, économique. C'est profondément choquant de dire, à un moment de notre époque où la dette canadienne n'a jamais été aussi élevée, aussi en perte de contrôle, où notre situation économique est très, très, très vulnérable, où est-ce que la démographie va faire en sorte que cette dette-là s'accentue et ajoute à la pression des générations plus jeunes, parce que la situation s'en va pas en s'améliorant. Il y a la pyramide démographique joue pas en la faveur de notre économie. Dans ce contexte-là, de mettre sur pied le plus grand programme social jamais implanté au Canada, c'est totalement irresponsable. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement questionnant, d'autant plus qu'on a estimé combien ça pouvait coûter, mais on va peut-être se rendre compte rapidement que le programme est hyper populaire, puis les besoins de réparation, de soins bucco-dentaires, on peut bien les estimer, mais on les estime sur quoi? Sur les soins qui sont prodigués actuellement. Mais si demain matin, les soins deviennent gratuits ou deviennent remboursés partiellement, ben peut-être que la demande va augmenter parce qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui font pas réparer des problèmes bucco-dentaires, qui vont faire réparer parce que ça va devenir gratuit ou accessible. Alors peut-être que la demande va augmenter parce que là, il y a peut-être plusieurs Canadiens qui laissent traîner des problèmes qui finalement vont décider de régler. Donc la demande va peut-être même être plus forte qu'on pensait. Déjà, le tiers des gens qui se sont inscrits au programme sont au Québec. Donc il y a déjà 390 741 personnes au Québec qui se sont inscrits au programme. Et tous d'un certain âge, parce que je pense, comme tu le dis, c'est un programme qui est réservé, je pense, en tout cas. Bien évidemment, la génération aussi, comme tu le dis, le nombre d'édentés est en majorité. Là. Ben, pour l'instant, c'est ouvert aux plus de 65 ans, mais éventuellement, on va ouvrir au moins de 18 ans aux personnes handicapées et éventuellement à tout le monde, parce qu'éventuellement, moi, au départ, je pensais pas, c'est quand je me suis intéressée au programme, je disais... Là, ton 13 milliards, excuse-moi de te couper, mais là, ton 13 milliards, est-ce que c'est, sur 5 ans, c'est-tu estimé uniquement pour les 65 ans et plus, ou c'est estimé pour tout le monde? Pour tout le monde. Okay. Et tout le monde qui rentre dans certaines catégories de critères de revenus. Donc, il ne faut pas avoir d'assurance privée dentaire. Et ceux dont le revenu familial est en bas de 90 000 par année pour les revenus familiaux. Je m'excuse, je respire dans le micro, je viens de réaliser que c'est peut-être tannant. Je vais faire attention. Mais mon soupir est un soupir qui parle de lui-même. C'est un soupir naturel. Ça fait un effet de fond. Absolument. Mais c'est ça, quand on va chez le dentiste avec nos enfants, c'est pas l'ensemble de la visite chez le dentiste qui est couvert, c'est l'examen, mais pas le nettoyage. Habituellement, quand on va chez le dentiste, on fait faire un nettoyage aussi. Là. À ce temps, je m'en souviens quand c'était une fois que mon père avait pogné les nerfs après le dentiste quand j'étais petit à cause qu'il avait montré le prix. Là. Disons que là, je comprends un peu mieux. Oui, ça monte vite, Puis en ce moment, ben là, ce programme-là, il y a déjà des tarifs qui ont été établis. Donc, pour tel type de soins, le remboursement de l'assurance dentaire du gouvernement fédéral va être de temps. Mais là, déjà, il y a des denturologistes qui dénoncent parce qu'ils disent que les montants ont été sous-estimés ou ils ont été pris selon les tarifs d'il y a au moins 10 ans. Donc, ce que les denturologistes disent, c'est que ça, c'est les tarifs d'il y a 10 ans, mais maintenant, nos tarifs sont supérieurs. Donc, il faut que la clientèle ou il faut que les citoyens qui s'inscrivent au programme comprennent qu'ils vont devoir payer de 30 à 40 des frais quand même. Ça sera pas totalement gratuit parce que le gouvernement fédéral rembourse des tarifs, mais ces tarifs-là sont pas du tout à jour. Donc, il y a déjà, qu'il y a déjà de la critique de la part des denturologistes, puis de la part des gens aussi qui s'inscrivent au programme, puis qui finalement se retrouvent à penser qu'ils vont faire un soin totalement couvert. Puis finalement, ben oui, le soin est totalement couvert, mais à tel tarif, mais finalement, il y a une compensation à fournir par le citoyen qui est de 30 à 40 ce qui est quand même non négligeable. Là. Souvent, on se retrouve avec des centaines, parfois même
même des milliers de dollars pour certains soins, là, particulièrement pour les personnes plus âgées là, qui ont des problèmes plus multiples ou qui a carrément plus de dents dans la bouche puis qui a des problèmes de gencives qui s'est accentué avec le temps. Là. Les nouveaux étudiants en médecine ont de moins en moins le goût d'aller en médecin de famille. On en parle avec le docteur Karim El Ayoubi qui nous explique de long en large le pour et le contre de cette pratique. Faut constater qu'il y a un problème. Il y a clairement un problème ici parce que au premier tour, 91 postes en médecine familiale au Québec n'étaient pas comblés. 91 postes sur 528. C'est quand même assez alarmant quand tu regardes ça, là, 91 postes. Puis l'an passé, c'était 99, donc on est dans les mêmes chiffres à chaque année. Et selon la FMOQ, 600 postes non comblés depuis 12 ans. Et on dit qu'il nous en manque à peu près 1000 dans le réseau, puis tu as 600 postes non comblés depuis 12 ans parce que, comme l'article le dit, les étudiants en médecine boudent la médecine familiale. Donc là, tu as quand même un gros problème. Si tu avais plus d'effectifs, c'est sûr que c'est pas comme en chirurgie où est-ce que juste avoir plus de chirurgiens, c'est pas nécessairement suffisant parce qu'il faut peut-être des plateaux techniques à côté. En médecine familiale, les plateaux techniques sont pas très complexes. Donc, juste le fait d'augmenter ton nombre de médecins, tu vas naturellement renforcer ton nombre de médecins de famille, tu vas renforcer de façon très significative ta première ligne puis donner accès aux gens à un médecin de famille. Puis c'est quoi l'importance de la première ligne? C'est-à-dire, lorsque la médecine familiale, ça mène à plusieurs choses. On parle médecine familiale, médecine générale, c'est la même chose. Ça mène, tu peux faire de l'urgence, comme moi, par exemple, je fais de l'urgence. Tu peux faire du bureau, j'en fais aussi, là, je prends des patients en charge. Tu peux faire de l'hospitalisation, ça, j'en fais aussi, c'est-à-dire hospitaliser les patients qui arrivent à l'urgence, qui sont malades, et tu les hospitalises parce qu'ils ont besoin de soins. Donc, tu peux travailler en CHSLD. Donc, une première ligne, comme ça, tu fais les soins palliatifs aussi. Ou la toxicomanie, c'est géré par les médecins de famille. Donc, l'importance d'avoir une première ligne qui est forte, c'est capital dans le réseau de santé. Et là, on se rend compte que on a vraiment un problème de recrutement parce que les étudiants boudent cette première ligne-là. Si tu n'as pas une première ligne qui est forte, un autre problème, c'est que tu engorges potentiellement une deuxième ligne parce que si tu as trop de patients à suivre, puis tu es obligé pour voir ta clientèle de voir 25-30 patients par jour, tu n'as pas le temps de passer suffisamment de temps par patient et souvent, tu vas avoir tendance à donner une consultation en spécialité plus rapidement quand tu aurais peut-être plus réglé le problème toi-même. Donc, tu engorges une deuxième ligne de façon vraiment non efficace. Ça nous amène à la seconde partie de l'article. Ce que le président Dr Ammiot de la FMOQ déplore par rapport à ce qui est mentionné, parce qu'il y a quand même des sondages qui sont faits auprès des étudiants, qui font en sorte qu'ils sont moins intéressés par la médecine familiale. Moi, je vais donner mon analyse de ça après. Il parle beaucoup de paperasse. Après ça, lourdeur. Tellement surpris. Là, c'est ça, beaucoup de paperasse. Après ça, la lourdeur des cas, le dénigrement de la profession et beaucoup de pression sur les épaules. Et le salaire. Bon, prenons-les un par un. Commençons par la question du salaire. Ça, je dirais que c'est un peu la portion la moins crédible dans le sens que c'est vrai lorsque tu regardes les moyennes. Puis moi, je vais juste donner mon avis personnel. Là. Lorsque tu regardes les moyennes en spécialité, de façon générale, tu prends la moyenne des omnis, tu prends la moyenne des spécialistes, il y a à peu près un 30% d'écart entre les deux. Cependant, moi, je crois que ce chiffre-là est biaisé, si je me fie à mon expérience personnelle. Moi, personnellement, je veux dire, je fais à peu près le salaire moyen d'un spécialiste, mais je travaille beaucoup, ça, faut le dire. Ce qui arrive, c'est qu'en médecine familiale, en médecine générale, tu as plus de liberté par rapport au nombre d'heures que tu vas travailler dans une semaine. T'sais. Moi, je pourrais décider de ne plus faire d'urgence, par exemple, puis de faire uniquement 2 jours de bureau par semaine. Mon salaire diminuerait de façon très significative, mais j'aurais une qualité de vie à côté qui serait plus élevée. Donc, ça, puis tu as des gens en médecine familiale qui décident ce mode de vie-là. Je vais faire 3 jours de bureau par semaine, je ferai rien d'autre. Mais c'est sûr que tu travailles 3 jours par semaine versus si tu en travailles 6, ben, il y a une différence versus si tu en travailles 5. Dans beaucoup de spécialités, tu n'as pas cette possibilité-là. On parle, par exemple, l'exemple de la cardiologie. Tu es cardiologue, par exemple, au centre de pneumo et de cardio de Québec, là, ce qu'on appelait avant l'hôpital Laval, par exemple. Tu as des listes de garde à couvrir. Il faut qu'à un moment donné, ta rotation vient. Il faut que tu couvres à un moment donné, une semaine, il faut que tu couvres l'unité coronarienne. L'autre semaine, il faut que tu couvres les consultations à l'urgence. L'autre semaine, il faut que tu sois de garde à l'étage. Et t'es prisonnier de ton département, finalement. D'une certaine façon. Puis comme tu es cardiologue, ben, à partir de ce moment-là, puis tu es engagé dans un hôpital, comme tu dis, tu n'as comme pas le choix de remplir la liste de garde. Moi, j'ai pas le choix de remplir des listes de garde à l'urgence puis en hospitalisation, mais je m'impose ça moi-même, tu comprends? Je pourrais tout à fait décider de m'en aller faire uniquement du bureau puis le nombre de jours par semaine que je veux. Donc,
À cause de ça, le salaire des omnis, on a l'impression que c'est significativement moins. Ça prendrait une analyse plus rigoureuse pour voir l'heure travaillée, combien elle est payée. Parce que tu as des omnis qui peuvent tout à fait faire le salaire moyen d'un spécialiste. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, je suis pas certain. Peut-être que les étudiants en médecine ont l'impression que c'est significativement moins payant, mais la réalité, je ne crois pas que c'est tout à fait vrai. Maintenant, il parle également de pression sur les épaules. Bon, pression sur les épaules, tu décides de faire de la médecine, dans la vie, tu vas en avoir. C'est ça, à un moment donné, sois pas surpris si t'es rendu dans l'espace, tu t'as demandé d'être astronaute. Là. À un moment donné, c'est un peu ça. Là. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il faut en avoir de la pression sur les épaules. Mais j'apporterais un point ici que je pense que compte tenu de la personnalité des étudiants, des gens qui rentrent en médecine, peut-être que c'est un style de pression que la majorité n'aime pas. OK? Puis je vais expliquer. J'appellerais ça la gestion de l'incertitude. Lorsque les gens en médecine, les résultats académiques sont très importants pour eux. C'est pas juste ça, il y a des entrevues, il y a des tests psychométriques, mais la portion résultats académiques est très importante. Pour avoir le type de résultats académiques qu'on exige pour entrer en médecine, tu vas souvent recruter des personnalités de type un peu obsessionnel-compulsive. OK? Pas nécessairement des troubles de personnalité obsessionnelle-compulsive, mais des traits de caractère. Ce qui est bien documenté dans les traits de caractère obsessionnel-compulsif, c'est souvent les gens ont de la difficulté à gérer l'incertitude. Donc, c'est sûr que de faire une spécialité, d'aller chercher un bagage de connaissances très élevé dans un domaine précis, parce que moi, j'ai vécu les deux, OK? Le monde spécialisé, le monde de l'omnipratique. Et c'est sûr qu'en médecine familiale, en médecine générale, de façon générale, il y a beaucoup de flou. T'as plus d'incertitude parce que tu peux pas tout connaître. Non, il t'arrive des cas, par exemple, à l'urgence, oh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, des fois, il faut que tu regardes rapidement sur une application, il faut que tu te remémores tes algorithmes parce que c'est pas tous les jours que ce genre de cas arrive. Même chose, en bureau, tu es dans une atmosphère plus contrôlée, mais quand même, tu as cette responsabilité-là. C'est sûr que tu peux demander des consultations en spécialité, mais le spécialiste, il n'est pas toujours à côté de toi pour répondre à tes questions 24 heures sur 24, là, on s'entend. Donc, c'est une forme de gestion d'incertitude que tu as moins en spécialité. En spécialité, quand tu as fait toute ta résidence au complet, tu as quelques années de pratique, souvent, pas mal 95% des cas que tu rencontres, tu sais exactement quoi faire, tac, tac, tac. C'est ça, tu as déjà vu, là. Donc, tu as ça des fois pour des types de personnalités obsessifs-compulsifs, d'avoir du flou puis de pas tout connaître et des fois de prendre une décision dont tu n'es pas sûr si tu avais nécessairement tout le bagage de connaissances pour le prendre, mais tu n'as comme pas eu le choix parce que c'est toi qui es là dans l'urgence puis il est 2 heures du matin. À un moment donné, des fois, il faut que tu prennes des décisions. Puis ça, je pense que ça y est pour beaucoup. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est le fun d'une certaine façon. Moi, j'aimerais ça, avoir de l'incertitude, puis tu sais, je veux dire, apprendre à tous les jours des nouvelles choses. Oui, mais je parle pour le type de personnalité souvent qui est admis dans les facultés de médecine. C'est quelque chose, peut-être un lourd, lorsqu'on parle de lourdeur sur les épaules. Je pense que peut-être le docteur Amiot, il voulait dire ça. Donc, moi, je l'interprète comme ça, là, de mon expérience empirique avec mes collègues. L'autre chose ici, qui peut être vu comme un avantage ou un inconvénient, mais je pense que beaucoup de médecins le voient comme un inconvénient, c'est le suivi à long terme du patient. En médecine familiale, c'est-à-dire, tu prends un patient et c'est ton patient à partir de ta première année de pratique jusqu'à ta dernière année de pratique. Tu as comme une responsabilité sur le patient jusqu'à ce que, mettons que le patient déménage ou le patient change de médecin de famille, mais la plupart du temps, tu demeures son médecin pour des décennies. Tu as beaucoup de médecins qui voient ce suivi à long terme. Tu en as certains qui le voient comme un avantage, OK? Donc, ceux qui choisissent la médecine familiale d'abord et avant tout, puis c'est la première chose qu'ils voulaient faire, ils étaient vraiment décidés de faire ça. Souvent, vont le voir comme un avantage. Certains vont préférer avoir une genre de pratique plus spécialisée. À partir du moment où le patient est stabilisé, ou que tu peux rien lui offrir de plus, tu lui donnes congé, tu le renvoies à son médecin de famille. Puis bon, il parle de dénigrement. Bon, dénigrement, c'est-à-dire que ça dépend des pays, ça dépend des nations, ça dépend du peuple. Tu pourras, par exemple, en Suède, la médecine familiale, c'est une des spécialités, c'est considéré comme une spécialité en soi. Ici aussi, mais moins, c'est une des spécialités qui est la plus longue, que la résidence la plus longue. C'est extrêmement valorisé parce qu'il le voit vraiment comme un spécialiste de première ligne qui prend beaucoup de connaissances. Ici, c'est vrai que sur le plan du, comment je peux dire, du prestige social, pour ceux que c'est important, là, c'est sûr que c'est moins prestigieux qu'être cardiologue ou qu'être chirurgien. Les Suédois voient ça de façon très, très, très différente. C'est ultra valorisé, la médecine familiale en Suède. Les Suédois sont différents de beaucoup de
peuple sur la planète. Là. On l'a vu même pendant la pandémie. C'est un peuple assez particulier, je pense, là, dans le bon sens, honnêtement. Ici, c'est vrai que c'est moins prestigieux. Moi, ce que je dirais aux étudiants en médecine, de façon générale, moi, j'ai été des deux côtés. Là. Puis lorsque tu es en neurochirurgie, par exemple, et là, tu le vois plus, le prestige, pantoute. Et t'arrives, tu travailles, puis le monde qui te voit à l'hôpital, ils s'en foutent, là, que tu sois neurochirurgien ou cardiologue. C'est des choses que faut pas que tu prennes une décision de carrière basée là-dessus, parce qu'au jour le jour, quand tu es dedans, tu vois plus ça du tout. Tu le vois plus du tout. C'est pas ça qui te donne une satisfaction comme telle. À part les proches mettons, du patient que tu as dû opérer le cerveau ou quoi que ce soit, puis qui te disent merci à la fin. C'est la seule affaire que tu vois. Là, mais ça, c'est de la valorisation. Puis ça, peu importe qu'est-ce que tu fais, je veux dire, au bureau, et ça, j'en arrive, ça, c'est un des avantages de la médecine familiale, c'est que des merci puis des cartes de Noël, là, t'es probablement, si t'aimes ça, avoir ça de tes patients, t'es vraiment à bonne place pour ça. Parce que tes patients, ils finissent que par vraiment t'apprécier. Parce qu'ils te voient, ils te rencontrent, ils te parlent de leurs problèmes. Souvent, tu vas suivre les membres de leur famille aussi. Il y a comme une appréciation des patients que tu n'as pas si tu vois les patients juste de façon sporadique. Vous voulez économiser pour allumer votre poêle l'hiver? Allez en médecine familiale. Jeudi, c'était notre biologiste Serge Cloutier qui nous parlait du cariboutisme scientifique dans le monde de la science au Québec. La principale critique que j'ai, c'est pas la première fois que je vois des articles passer sur le sujet. J'appelle ça le cariboutisme en sciences. Il faut tout soit en français. En français, s'il vous plaît. Canada, parce que, tu sais, comme tu sais, je me suis présenté pour le PCQ dans la circonscription de Repentigny aux dernières élections. Puis, on a la ministre de l'Éducation supérieure, la honorable Pascal Derry. Pascal Derry? Et non pas le Pascal Derry qu'on a le vendredi. Non, pas le Pascal Derry de vendredi, mais la Pascal Derry qui est ministre de l'Éducation supérieure. Puis c'est drôle aussi parce que la candidate qui s'est présentée pour le PQ aussi est très impliquée au niveau des questions de l'éducation puis de cégep université. Puis c'est souvent, tu sais, des fois, c'est des articles d'elle que je vois passer, puis genre, il faut plus de français en sciences, puis c'est comme, OK, c'est correct, mais je veux dire, la science, c'est probablement un des domaines, c'est pas le domaine qui c'est le plus affranchi des frontières. Et je veux dire, ça se passe en anglais. Je veux dire, OK, oui, OK, on est en français, puis c'est correct, là, c'est aucun problème, mais en Suède, ils font de la science en anglais. En Allemagne, ils font de la science en anglais. La science internationale. Même en Chine. Même en Chine. Mais c'est dans l'article qui a parlé, la Chine est tellement nombreux que des fois, je pense que c'est une bonne idée au moins de traduire certains articles parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Puis dans l'article, ce qu'il avait l'air à parler, c'est surtout des sciences sociales. Les trucs sont plus locaux. Puis ça, je comprends que c'est quand même assez important. Puis juste au Québec ou un petit village où c'est vrai que tu comprends, là, tu sais, pas de répercussions internationales, ça impacte pas personne, je comprends. Je comprends aussi qu'il y a une valeur ajoutée pour des étudiants qui rentrent au cégep, qui rentrent à l'université, qui sont pas encore nécessairement bilingues. Et que je trouve ça important. Puis, tu sais, comme tu disais, là, les outils technologiques, là, ça, tu prends un site web, tu peux le traduire dans la langue que tu veux. La recherche d'articles scientifiques, on en faisait tous les jours, là, puis tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, tu vois un article qui est pas dans ta langue, qui est pas en anglais, tu le lis juste pas, là, tu sais, c'est sûr que moi, j'avais pas de ChatGPT dans le temps, là. Ce que je crains avec, tu sais, genre, plus de français en sciences, j'ai rien contre le français. Ce que je crains, c'est comme, c'est une perte d'expertise, c'est justement une perte de rayonnement. Tu sais, nos scientifiques ne se fassent plus lire à l'international. Puis c'est qu'on n'attire pas aussi des talents extérieurs, parce que c'est beaucoup ça aussi, là. La science, je veux dire, ça voyage énormément, là. Tu sais, moi, je faisais mon doctorat, tu sais, à Québec, à l'Université Laval. Tu sais, moi, je travaillais sur un parasite qui s'appelle Leishmania. Tu n'as probablement jamais entendu parler de c'est quoi de Leishmania. Non. Je connais Mixmania, mais Meshmania, c'est pas ma affaire. Ouais. Ben, Leishmania avec un L. Mais tu sais, genre, c'est comme. Lèche. C'est comme genre. C'est pas juste à cause de ça, mais tu sais, des fois, quand tu vois des vidéos en Afrique avec des enfants avec des gros ventres, moi, ça, c'est une des raisons de tout ça. Parce que c'est un parasite qui attaque le foie puis la rate, puis ça fait vraiment enfler. Mais tu sais, il y avait, mettons, un étudiant au doctorat dans notre grand labo, que, tu sais, lui, je veux dire, il est allé. On n'avait pas d'expertise sur la malaria au laboratoire. OK? Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé, genre, 3-4 ans faire un postdoc en Australie. Il a travaillé sa malaria. Je veux dire, il a acquis l'expertise, il a acquis l'expérience. Il l'a ramené dans le laboratoire, puis il a amené l'expérience. Fait que le laboratoire, tu sais, a grandi grâce à ça parce que le gars, il est bilingue, il était capable d'aller ailleurs, chercher de l'expertise, puis la ramener ici. Puis c'est la même chose pour tout, là. Tu sais, c'est un chercheur, il est reconnu mondialement. Tu as plein de monde qui vont vouloir venir ici, là. Il y a un chercheur, il y a une couple de chroniques, on avait parlé des composés
chimiques PFAS. Là. Ouais. Bon, ben, il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui est une des sommités dans ce domaine-là. Puis, tu sais, le mois dernier, j'étais en Alberta, je parlais avec une chercheure qui travaillait aussi là-dessus, puis dit tiens, je le connais, ce docteur-là, à l'Université de Montréal. Elle l'a jamais rencontré, mais elle le connaît parce qu'il a publié en anglais, il est connu. Fait que, tu sais, si tu veux que le Québec rayonne à l'international, ben, il faut qu'il rayonne à l'international. Il faut que l'international soit capable de lire, de comprendre, puis de dire oh, wow, ce gars-là, c'est une sommité. Puis, quand des gens de l'étranger, des Allemands qui viennent, des Australiens, des Sud-Africains, des Sud-Américains, c'est pas de l'anglicisation du Québec, c'est des gens qui viennent ici, viennent apprendre une technologie, viennent apprendre des connaissances, puis des fois, ils vont rester, c'est un échange de culture. C'est extrêmement sain sur la planète d'avoir un échange comme ça. Nous, au laboratoire, ce qu'on était, on était un grand laboratoire, c'était pas juste mon équipe, mais on était genre peut-être 20 à 25 nationalités différentes là, en tout temps. Puis mon équipe, ma directrice était grecque, on avait des Indiens, on avait des Français, on avait des Allemands, on avait des Brésiliens. Je disais, toutes nos réunions sont en anglais. C'est la langue commune. Moi, j'ai eu l'opportunité pendant mes études de doctorat d'aller présenter mes travaux d'une conférence internationale en Allemagne. J'avais c'était un poster, fait que c'était comme des. Serge Cloutier. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est en Allemagne, en plein milieu de l'Allemagne, mais toutes les conférences sont en anglais. Ben oui, toutes les posters sont en anglais. Tout le monde se parle en anglais. Les Allemands, les Suédois, ils se parlent en anglais. C'est la même chose en France. C'est une conférence internationale scientifique qui se passe en France. Tout se passe en anglais. Là. Ils viennent ici parce que, un, il y a une expertise qu'ils veulent acquérir, mais deux aussi, je veux dire, ils veulent apprendre de l'endroit. Ils viennent vivre pendant 3, 4, 5 ans. Là. On avait des Indiens puis des Brésiliens. Là, puis on s'échangeait des mots dans chacune de leurs langues, puis ils voulaient apprendre le français. Moi, je voulais apprendre des mots en indien. Puis à l'Université de Sherbrooke, ils étaient obligés de mettre un mémo à côté de chaque poster pour clarifier que ce poster-là est en anglais parce qu'il avait été publié dans une conférence internationale, parce que sinon, il y avait des plaintes. C'est ça. Et vendredi, on terminait avec Sensei Pascal Derry, que lui tout a décidé de péter une coche, mais pas au système québécois, mais à l'éclipse apocalyptique. Mais je viens de tomber sur un paragraphe du Centre des sciences, Sciences de Montréal. Pas une commission scolaire de XYZ. Pas monsieur, madame, le directeur, la directrice qui pense qu'il est bien pensante en arrière de son bureau, bien pensant en arrière de son bureau. Moi, je connais bien ça. Faut vraiment prendre soin de nos enfants, de nos élèves. No, you're just a fucking pussy. Regarde ce qu'ils disent, le Centre des sciences. Avec science. Est-il dangereux de regarder directement l'éclipse du 8 avril sans protection? Première phrase. Tout dépend du moment auquel on veut l'observer. Pour un phénomène qui va durer entre 1 et 3 minutes. Là, je vous ai parlé tantôt, c'était l'Armageddon à l'école. On fermait les draps, il fallait tourner les bureaux, il fallait tout faire ça. Là. Lors d'une éclipse solaire totale, là, je vous lis sur le Centre des sciences. La Lune se positionne un court instant de manière à complètement cacher le Soleil dans le ciel. Ce moment s'appelle la totalité et ne dure que quelques minutes. Écoutez bien ça. Pendant la totalité, vous pouvez alors observer sans votre équipement de protection, mais seulement pendant la totalité. Donc, de 15h27 à 15h28, tu peux avoir les yeux drettes sur l'éclipse. Il va y avoir effort de problème. Puis j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Moi, je vais recevoir mes élèves de sport-études. Ben, je risque d'aller faire un petit tour au Centre des sciences. On va aller chercher des petites lunettes où on va trouver des façons de s'en fabriquer, puis on va profiter de ce phénomène naturel-là de E26 à E28. Puis personne ne va mourir puisque c'est marqué que les experts, disent les vrais experts, qu'on peut regarder pendant la totalité directement le Soleil. Avant et après la totalité, on parle de phase partielle au pluriel. L'éclat du Soleil est amenuisé et devient plus supportable. Le réflexe physique de détourner le regard du Soleil est donc moins important. Ça veut dire qu'à cause tu regardes le Soleil, d'habitude, tu fais comme « Ah, c'est ben trop. J'ai besoin de lunettes. Ah, je vais mettre mon pare-soleil dans le char. Ah, c'est juste ça, là. Ah, le petit. Ah. » Pendant un phénomène de 70 ans, là. Ah. On l'a moins, une fois aux 70 ans. Donc, protégeons la planète de Papier Bulle et de ses enfants. Construisons ensemble, là, jusqu'au 8 avril. Soyons responsables, citoyens et citoyennes. Allons chercher une pelle et un petit pic, là, puis un petit grattoir de même, puis peut-être même un moule en forme de pieuvre au Dollarama. Et construisons-nous des abris anti-nucléaires dans nos cours. Pour être sûr que le 8 avril, tous ensemble, on n'oublie pas de faire... Parce que ça pourrait dommager notre vue. Là, il va falloir qu'on ait des conférences de presse à 11h, parce que là, les optométristes vont être débordés de rendez-vous. Ben, c'est ça que j'allais dire, les optométristes vont être contents en calvaire, la quantité de rendez-vous puis de cash qu'ils vont faire avec ça. Là, on va faire venir Arruda, qui va devenir le nouveau ministère des yeux et des pupilles, qui va dire en conférence de presse, regardez la courbe des rendez-vous aux optométristes. Il y a maintenant faut aplatir la courbe des rendez-vous aux optométristes.
Parce que là, il nous manque de papier pour imprimer un gros E, un moyen A, un moyen W, puis des petits gu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 g
clé, puis... Des grosses lunettes qu'on tenait, puis on fait gauche ou droite? Gauche ou droite? Et Ça, là, il va y avoir une pénurie. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas capable en société de faire gauche ou droite? Je sais pas. Gauche ou droite? Es-tu capable de lire les petits caractères en bas, Thierry? Oh, Thierry n'a pas fini son test. Pas parce qu'il était aveugle, parce qu'il est illettré. Il est éduqué sur le système scolaire québécois. Ça ressemble à un S, mais à l'envers. Thierry, c'est un Z. Thierry, c'est pas un S à l'envers. Il y a un problème, gang. Moi, je fais beaucoup de sarcasme parce que je trouve ça d'un ridicule accompli, mais sacrament, il y a des adultes payés au gros salaire, man, avec des syndicats blindés qui prennent des décisions pour des milliers d'enfants, puis sacrament, puis là, je suis vraiment poli parce que je sacrais, sont pas capables de se lever le cul 3 secondes pour avoir des initiatives, d'appeler le centre des sciences. Ils sont pas supposés d'avoir des profs de sciences à ces écoles-là. Pourquoi dans notre temps, nous autres, on prenait le temps de prendre un projet, on va les faire, les hosties de lunettes, pour regarder une partielle, de prendre le temps de lire. Je suis un animateur de podcast avec un gym, et juste un sens critique, ce qui sort plus, le style de poisson rouge, qui fait comme, ah oui, on doit me dire ce qu'on fait tous les jours, moi, parce que sinon, tu m'en mets pas notre doigt dans le nez. Je trouve un article du Centre des sciences qui me dit, garde, relax, dude, t'as un Christy de beau phénomène, viens chercher nos lunettes, puis il y a une petite partie avant puis après, là, fais attention. Puis dans le gros fun, enjoy! And fucking joy! Kumbaya! Soyons heureux! La lave ne sortira pas du plancher et Belzébuth ne sortira pas, hein? Voici les esprits des millions des dernières années qui ressortent du plancher! Sacrement, man! Qu'est-ce que tu penses que ça fait aux enfants? Les enfants, là, ils ont un lien de confiance par autorité avec les enseignants. Eux autres sont en train d'apprendre que l'éclipse solaire, c'est le pire phénomène planétaire depuis l'attaque des météorites qui a fait disparaître les dinosaures. Là, ils sont en train d'être... Hey, on dit que nos enfants sont faibles et anxieux. Ça faisait pas un parallèle avec la crise de la COVID, où on disait que c'était pour protéger les enfants, puis qu'on sait que c'est très bien les syndicats des enseignants et enseignantes, eux, qui ont souvent beaucoup de misère à gérer leurs anxiétés, qui ont forcé nos enfants à mettre des masques, des plexiglas, des ci, des ça. Puis là, on est en train de pelleter les problèmes d'apprentissage pour les 15-20 prochaines années, à baisser les notes pour passer, à compresser la matière, à enlever la matière, bref, de diminuer gravement la qualité de l'éducation pour pas qu'on se ramasse avec 3 générations encore en 3e année. On pense aux enfants quand là-dedans, là? À cause des Christy d'adultes anxieux qui sont faibles. On va produire des générations de faibles à cause des adultes faibles aujourd'hui. Asti, si tu chiales parce que t'as juste 2 barres sur ton iPhone, asti, tu fais partie de la classe des faibles. Wake the fuck up! C'est tout pour cette semaine. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube de Yann et Frank et sur Spotify. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif de Yann et Frank, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.